on a pu constater aujourd'hui que vous êtes marié mais sans contrat de mariage. Donc la société d'Aquet est établie. Ça engendre en fait un patrimoine familial qui est composé de votre résidence principale, de la voiture. Le chalet par contre de votre grand-père n'est pas inclus dans ce patrimoine familial. Tout ce qui est REER et CELI qui ont été accumulés durant ce mariage sont attribuables au patrimoine familial et c'est à peu près tout ce qui compose le patrimoine familial. Concernant les biens propres, c'est une caractéristique de la société d'Aquet et en cas de décès de votre part, votre conjoint serait reconnu légalement et juridiquement puisque le mariage permet ceci. Donc en fait, nous vous conseillons vivement d'aller sur un contrat de mariage. Pourquoi? Puisqu'on pourrait continuer à séparer les biens. Les effets, ça prend effet en fait, vous pouvez modifier votre contrat de mariage en tout temps. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez signer un contrat de mariage avec votre conjoint Richard. Ensuite, vous pouvez inclure des clauses pour cause de mort, c'est-à-dire que vous pouvez inclure des clauses que vous désirez réellement imposer après votre décès en fait. Donc ça pourrait être sauvé par exemple à un testament de notarié qui les frais engendrés dessus, puisque la signature de ce nouveau contrat serait notariée, donc serait assermenté par un membre de l'État. Nous allons passer maintenant à la situation financière. Donc, ce que nous allons faire, c'est le bilan personnel, l'évaluation de vos placements, la révision également de vos placements, le financement d'études pour Gabriel, votre fils, et on va évaluer votre coût de vie également. Donc, premièrement, pour votre bilan personnel, donc on va juste vous montrer un petit peu vos actifs que vous possédez présentement, donc votre résidence principale, vos comptes à ce moment de banque, donc votre CELI, REER également, et votre assurance vie universelle. En fait, vous avez un fonds en fait avec votre assurance vie, donc qui est à 1150 % qui fait partie de vos actifs, et votre automobile à ce moment-là, vu que ça fait 3 ans que vous l'avez acquis, environ, mais la valeur est à 24 500 $. Pour vos passifs, bien, votre hypothèque à ce moment-là pour la maison qui est à 204 000 $, votre carte de crédit à 6 000 $ et votre emprunt automobile qui est rendu à 15 000 $. Et ce qui donne à ce moment votre valeur nette qui est environ à 800 000 $. Parfait. Donc, pour vos placements, présentement, ce que vous avez, il y a beaucoup en fait de portions de croissance. Par rapport à votre profil que vous nous avez remis, c'est le contraire en fait que vous avez par rapport à votre profil. C'est plutôt de fixe que vous voulez, donc 60 % de fixe et 40 % de croissance, ce qui fait à ce moment-là un profil de risque assez modéré. Ce que vous avez présentement, vu qu'il y a beaucoup de croissance, ça fait quand même un risque assez élevé, ce qui n'est pas aligné à votre profil. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ce serait mieux de le réaligner pour votre profil par rapport à votre risque. Donc, ce qu'on vous propose pour le réaligner à ce moment-là, pour l'instant, pour le réaligner, c'est sûr que vous avez beaucoup de REER. Pour le réaligner dans l'immédiat, c'est pas super possible vu que le REER, on s'entend, c'est bloqué là. Ce qu'on vous propose à ce moment-là, c'est pour les prochaines cotisations de le mettre toujours dans du fixe pour pouvoir petit à petit vous réaligner vers votre profil. Ce qu'on vous propose également en annexe 1 et 2, c'est des profils, des portefeuilles types qu'on aime bien à ce moment-là, que vous pouvez vous inspirer pour faire vos placements. Donc, ce qu'on vous propose souvent, c'est des fonds négociés en bourse. Ça, ce que c'est à ce moment-là, c'est que c'est autogéré. Et les frais d'essai sont très bas, mais le taux de rendement est le même pratiquement que vous avez présentement. Donc, pour vous, on sait que vous voulez à ce moment-là des choses qui se gèrent par vous-même, par eux-mêmes. Donc, ça, ce serait vraiment parfait pour vous, pour des frais de gestion qui peuvent être aussi bas que 0,3 %. On sait que présentement, vous pouvez aller jusqu'à du 3 % avec votre portefeuille. Puis en plus, ce qui est super le fun avec les fonds négociés en bourse, c'est que ça peut être très diversifié. Donc, vous pouvez avoir de façon géographique, mais également sectorielle. Donc, tout ce qui est technologie, par exemple, tout ça va être varié par rapport au secteur. Et le risque, évidemment, il est plus faible vu que c'est un fonds indiciel à ce moment-là. Vous avez émis également la volonté de connaître un peu plus sur les régimes enregistrés d'épargne études pour votre fils adopté Gabriel. Donc, il a 11 ans présentement. En fait, on a établi l'objectif de 6 ans d'études à sa majorité. Il lui faudrait en fait un 53 000 $ dans 6 ans. Donc en fait, nous vous suggérons de cotiser 6 604 $ exactement, afin en fait de bénéficier de cotisations, de subventions additionnées aux cotisations. Donc les subventions additionnées aux cotisations s'élèveraient à 1 500 $, puisqu'en fait, il y a 2 subventions qui s'appliquent à votre cas. Vous pouvez voir les détails de ces subventions en annexe 5 et 6. Donc la subvention canadienne, du côté canadien, est de 500 $ par an, sauf qu'en fait, on peut revenir dans les années précédentes où le bénéficiaire n'était pas enregistré encore dans ce régime. Donc on peut repartir chaque année, chercher une cotisation d'1 an supplémentaire. C'est pour ça qu'en fait, vous pouvez aller chercher des parts de subvention de 1 500 $.
Donc ça représenterait 23% de l'apport en subvention. Ensuite, c'est à peu près ça concernant le régime d'épargne enregistré d'études. Donc, pour le coût de vie également, votre coût de vie, évidemment, ça représente vos revenus moins l'impôt et votre épargne. Donc, pour l'instant, en fait, ce que vous avez comme coût de vie familial, il est à 166 294 $. Ça équivaut en fait à votre fonds d'urgence à 41 574. Pourquoi on vous parle d'un fonds d'urgence? C'est très important. Toujours avoir 3 mois, en fait, que vous pouvez avoir de côté pour pallier aux imprévus. Si jamais, par exemple, il y a en cas d'invalidité, par exemple, ce qu'on a remarqué par rapport à votre assurance invalidité, c'est qu'il y a un délai de carence de 90 jours, justement, qui équivaut environ à 3 mois. Ce serait bien d'avoir à ce moment-là ce montant-là dans votre, en liquidité pour pouvoir justement pallier aux imprévus. Donc, ce qu'on a vu, votre CELI, pour l'instant, il est très liquide. Vous pourriez utiliser ça, mais vous avez également la marge de crédit à 25 000 $ que vous pourriez utiliser en cas d'urgence, qui n'est pas utilisé pour l'instant, avec un taux très faible à 1% préférentiel. Donc, vous pourriez à ce moment-là utiliser ce montant-là pour pouvoir pallier à vos urgences et pour le délai de carence, c'est parfait pour vous à ce moment-là. Donc, au niveau de la situation fiscale, il y a plusieurs points qu'on regarde avec vous, entre autres, savoir si c'était avantageux de s'incorporer ou de rester comme travailleur autonome. Aussi, vous voyez qu'on vous parle de la stratégie de la mise à part de l'argent. Aussi, vous avez des inquiétudes par rapport aussi à la vente du chalet, voir si vous ne pouvez pas réduire les impôts. Donc, concernant entre s'incorporer ou le travailleur autonome, les avantages de s'incorporer, évidemment, on a ce qui s'appelle la déduction pour petites entreprises. Évidemment, il y a des plafonds d'affaires, grosso modo, c'est 500 000 $. En bas de ce montant-là, le taux d'imposition est plus faible pour les petites entreprises. Il y a aussi le fait que la responsabilité est limitée, c'est-à-dire limitée, en fait, au fonds mis dès le départ. Dans le fond, la seule chose qui peut être saisie par les créanciers, ce serait le montant mis par l'actionnaire à la base. Il y aurait aussi moyen de fractionner, de différer le revenu, soit par des salaires, des dividendes, ou encore, par exemple, votre conjoint pourrait aussi très bien travailler pour vous, ce qui ferait que vous serez capable de lui verser un salaire et de vous verser un salaire à vous aussi, ce qui permettrait justement de fractionner le revenu. Les inconvénients, par contre, on sait qu'en 2017, il y a le gouvernement du Québec qui désire, dans le fond, annuler pour les... Dans le fond, c'est restreindre pour les professionnels la déduction pour petites entreprises. Donc évidemment, on perdrait l'avantage au niveau fiscal de cette déduction-là. Une autre chose aussi, c'est une administration est plus compliquée pour les incorporer. Là, évidemment, on parle des frais de gestion, des frais pour s'incorporer de 1 500 $ environ. Aussi, on a des états financiers à faire, un autre impôt à faire, évidemment, tout par rapport aux dividendes, et ainsi de suite. Donc, ça rajoute la complexité. Aussi, un autre inconvénient, justement, la mise à part à l'argent. C'est une stratégie qu'on va justement en parler présentement. Mise à part à l'argent. Cette stratégie-là, en gros, c'est pour pouvoir l'utiliser, il faut être travailleur autonome. Il faut aussi avoir des comptes bancaires différents pour bien séparer les dépenses, vraiment tout ce qui est revenu d'entreprise et tout ce qui est revenu et dépenses personnelles. De cette façon-là, on est capable, à l'aide d'un emprunt ou d'une marge de crédit, de venir, évidemment, l'emprunt et la marge de crédit est faite sur le compte pour le revenu d'entreprise. Il va servir évidemment à payer les dépenses personnelles. De cette façon-là, on va être capable de faire en sorte que les intérêts sont déductibles pour le revenu d'entreprise. Donc, en étant justement travailleur autonome, ça nous permet de faire la mise à part d'argent, ce qu'on ne peut pas faire justement, comme nous vous avons dit, si on est incorporé. C'est pour cette raison-là que, entre autres, en cause de ça aussi, et aussi par le fait qu'on est incertain de la situation fiscale, entre autres à cause de 2017, qu'on suggère pour le moment de ne pas s'incorporer, de regarder justement dans le futur si les conventions fiscales vont changer pour les professionnels. Donc, pour le gain en capital sur le chalet, vous avez justement, pour pouvoir économiser de l'impôt, on sait que vous l'avez acquis en 1995 et là, vous le vendez cette année en 2015. Ce qui fait, ça fait 20 ans que vous le détenez. Il y a ce qui s'appelle la déduction pour résidence principale. C'est quoi? En gros, c'est que pendant une certaine période que vous les avez détenus, vous considérez ce chalet comme votre résidence principale. Donc, ça ferait un calcul que 16 ans sur 20 ans vont être servis comme résidence principale, ce qui ferait une économie d'impôt de 3 600 $. 3060. 3600 $, excusez-moi. Concernant la situation à la retraite maintenant? Donc, oui, situation à la retraite, vous désirez avoir un coût de vie à la retraite qui représente 60% de votre coût de vie présentement. Évidemment, on a indexé avec un taux d'inflation de 2%, ce qui donnerait un coût de vie
de 157 000 $. Cependant, on a supposé qu'avec vos revenus, REER, RQ et autres de CELI, entre autres, que vos revenus après impôt, en considérant que vous avez quand même beaucoup de revenus à la retraite, on a considéré un taux d'imposition de 47,5 %. Donc, ce qui vous laissait avec un revenu après impôt de 63 %, ce qui aurait une insuffisance dans le fond, comparativement à votre coût de vie désiré. Ça représente, entre autres, un montant supplémentaire total à la retraite accumulé de 2 800 000 $, ce qui fait que pour atteindre à ce montant-là, vous devez cotiser, faire une épargne supplémentaire de 73 000 $. Donc, on vous suggère pour le moment, cet objectif de retraite-là n'est pas atteignable avec l'épargne présente. Donc, ce serait de revoir les objectifs, soit de revoir l'âge de la retraite ou de revoir l'épargne. Donc, pour la situation au décès, donc, ce qu'on va voir, en fait, c'est le bilan successoral, les impôts au décès et le bilan des liquidités successorales. Donc, pour le bilan successoral, donc, ce que vous avez, en fait, ici, c'est la valeur nette au bilan, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, vous avez également deux assurances-vie, une assurance-vie temporaire à 350 000 $ et une autre universelle avec le fonds à 100 000 $. Vos impôts au décès sont à 6 000 $, on va voir les détails plus tard, et vos dépenses consécutives au décès sont estimées à 20 000 $, ce qui fait à ce moment-là une somme que vous pouvez laisser aux héritiers d'environ 1 400 000 $. Donc, l'impôt au décès à ce moment-là, donc le REER, si vous êtes marié, directement vers le conjoint, donc pas imposable. Tout ce qui est CELI compte bancaire, puisque c'est les gains en capital. Donc, à ce moment-là, donc pas d'impôt là-dessus. Pour le chalet, comme on a vu tout à l'heure, l'impôt à ce moment-là serait à 6 122 qu'il y aurait à payer vu qu'il y a eu vente du chalet. Et le fonds d'assurance vie, en fait, la partie finalement qui est en fonds, ça, à ce moment-là, c'est imposable. Donc ça fait un petit montant d'impôt de 138 $. Donc c'est le gain finalement que vous avez sur le coût de base racheté à 1 700 moins le 1 150, ce qui fait à ce moment-là 138 d'impôt, donc un total d'environ de 6 300 $. Ensuite, pour le bilan des liquidités successorales, donc tout ce que vous avez liquide à ce moment-là, c'est à 550 000 $, plus vos assurances vie, les mêmes impôts et les dépenses consécutives d'essai, qui fait à ce moment-là 976 000 $. On vous montre à ce moment-là le bilan des liquidités successorales pour vous montrer en fait les montants qui seraient directement transférés aux héritiers liquides. Parce qu'on s'entend que la maison, s'ils continuent à vivre, on ne veut pas nécessairement la vendre en fait. S'ils veulent continuer à vivre dans la maison, c'est pour ça qu'on vous montre ce montant-là. Donc vous avez demandé comme objectif en fait d'assurer le coût de vie familial de 80 % jusqu'à temps que M. Richard ait 65 ans. Donc ça fait 27 ans à ce moment-là. Ce qu'il aurait besoin finalement, ce serait d'un 2 455 000, ce qui est un montant assez important. Ce qu'on a fait pour trouver le montant qui avait nécessaire, donc M. Richard a un montant de salaire de 32 000 $, donc actualisé pour voir quel montant ça fait pendant 27 ans, ça équivaut à 660 000 $. On a également la rente du survivant vu que vous êtes marié, donc ça à ce moment-là, ça équivaut à 37 000 $ pendant 27 ans actualisé. Donc il y aurait un besoin comblé assez important à ce moment-là de 1 756 000 $. Ce besoin-là, c'est sûr qu'il y a une partie à ce moment-là, vous pouvez combler avec les liquidités successorales qu'on a trouvées. Mais le reste, il faudrait le combler en fait avec une assurance supplémentaire. Donc, il faudrait à ce moment-là qu'on manque pratiquement 1 million d'assurances qui manquent. Surtout, en fait, le hic avec surtout avec vos hypothèques, en fait, c'est qu'il n'est pas assuré. Ce qui fait qu'à ce moment-là, si jamais il y a décès, il faudrait que vos héritiers prennent en charge l'hypothèque. Ce qu'on a pensé pour vous qui pourrait être vraiment avantageux, c'est juste d'assurer votre hypothèque en cas de décès. C'est assez minime les montants que ça peut coûter, ça va autour de 0,5 à 2,75 % du montant, tout dépendant de la mise de fonds qui a été mise. Mais ça serait très avantageux pour vous. Il y aurait un besoin beaucoup moindre en assurance à ce moment-là. Nous allons maintenant faire une petite évaluation de vos protections. Donc pour commencer, nous allons ensuite nous allons parler du testament, du mandat à inaptitude, ainsi que de la procuration générale. Donc pour commencer, la petite évaluation, c'est qu'aujourd'hui vous avez 2 testaments holographes chacun qui donnent justement comme legs universel l'un et l'autre conjoint. Donc le seul petit problème à ce niveau-là, au niveau du testament, c'est que il peut être contesté devant un tribunal, devant un jury. Nous vous conseillons en fait de faire un testament notarié. Concernant le testament en inaptitude, vous n'avez pas de mandat en inaptitude et non plus de procuration générale. Nous allons voir pourquoi c'est pertinent. Donc, comme nous l'avons dit, nous vous conseillons justement d'aller sur un testament notarié afin de protéger chacun, et vous pourriez également inclure votre fils Gabriel dans ce testament. Le testament qui est pris en considération à chaque fois, c'est le dernier testament en date,
Donc pour faire un testament, il y a 4 choses importantes à savoir. C'est qu'il faut justement nommer et rémunérer le liquidateur. C'est celui qui va s'occuper de la succession. Il faut aussi déterminer les pouvoirs légués au liquidateur. Il faut également faire un bilan liquide, excusez-moi, de vos biens, donc un inventaire complet pour savoir exactement ce que vous avez au moment où vous faites cet inventaire, ce testament, pardon. Et ensuite, vous pouvez désigner également un tuteur pour Gabriel dans l'éventualité où votre conjoint décéderait avant vous et que Gabriel serait mineur à ce moment-là. Donc ça, c'est une chose importante au niveau du testament. Vu votre avoir en ce moment, le tarif de base pour un testament est à peu près 500 $, mais vu que c'est proportionnel quand même à votre bilan personnel, ça peut assez grimper en flèche. Mais nous vous conseillons quand même de le faire pour pouvoir justement protéger tous vos avoirs. Ensuite, concernant le mandat d'inaptitude, donc le mandat d'inaptitude, il y a 4 formes de mandat. Nous vous conseillons d'aller sur le mandat notarié détaillé. Pourquoi ce mandat notarié détaillé? Puisqu'en fait, en cas d'inaptitude, vous ne pouvez, il y a une demande de protection qui est ouverte en fait par les personnes qui vous sont proches, et ce délai en fait de mise en protection de vos personnes prend à peu près un laps de temps de 6 mois. Le mandat d'inaptitude aussi. Non, un peu moins, pardon. Donc en fait, nous vous conseillons vraiment de faire ce mandat d'inaptitude afin de donner le pouvoir à vos personnes qui vont vous prendre soin de vous ainsi que de vos biens pour qu'ils puissent justement appliquer cette chose. Ensuite, nous vous conseillons justement aussi d'aller sur la procuration générale, puisqu'il y a un délai de carence entre l'application de ce mandat d'inaptitude et la procuration générale. Donc la procuration générale va pouvoir permettre de combler en fait le manque de temps, c'est-à-dire vous pouvez justement nommer M. Richard comme procuré en administration et aux biens, en administration des biens et à la personne. Donc en fait il va pouvoir prendre soin de vous durant cette période, et il va pouvoir également recevoir, admettons, des loyers et puis administrer vos biens, maintenir votre foyer, votre loyer, tout ceci en fait. C'est très important de faire ceci afin de vous protéger vous et votre conjoint en cas justement d'une malencontreuse inaptitude. Donc nous l'avons vu aujourd'hui, tous ces aspects de votre situation personnelle. Donc nous avons vu qu'il est important que vous fassiez un contrat de mariage afin de justement rajouter des clauses importantes. Ensuite, au niveau de la finance, les placements sont à revoir puisqu'ils sont un peu trop risqués. Nous vous conseillons justement, lors de vos prochaines cotisations horaires, de les modifier. Ensuite, le REE, ce serait pertinent justement de cotiser pour Gabriel, puisque ce serait additionné de subventions à hauteur de 23%, nous vous l'avons dit, par rapport au total nécessaire pour ses études à 18 ans. Donc ça couvrirait justement 6 ans de ses études et ça permettrait d'aller gagner de l'argent assez facilement. Ensuite, nous l'avons vu au niveau fiscal, nous vous conseillons de rester en fait en travailleur autonome, puisque vous pourrez continuer exercer la mise à part de l'argent. Donc la corporation n'est pas pertinente. Ensuite, votre solde pour la retraite est insuffisant étant donné vos besoins ou votre souhait. Donc nous vous conseillons de revoir à la baisse votre volonté, votre objectif, ou alors d'essayer de trouver d'épargner plus. Concernant le bilan successoral, nous l'avons vu, votre besoin d'assurance vie, vous avez un besoin, ce n'est pas comblé. L'assurance vie devrait couvrir plus, donc à une hauteur de 1 million aujourd'hui, et couvrir également votre prêt hypothécaire sur la maison. Ensuite, concernant les évaluations de la protection, vous n'êtes pas assez couvert, donc nous vous conseillons de justement aller sur le testament notarié, le mandat d'inaptitude notarié, ainsi que la procuration générale pour pallier au délai de l'homologation en fait, du mandat en inaptitude. Donc, si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Moi, je n'aurais une question. Oui. Concernant le régime épargne-études, oui. Je regarde dans l'annexe, je ne vois pas les chiffres exacts, mais si j'ai bien compris, vous disiez de faire une cotisation de 6 000 par année. 6 600, oui. Par année, à toutes les années, pendant 6 ans, en fait, jusqu'à sa 17e année, afin en fait de couvrir ses besoins pendant 6 ans, puisqu'en fait vous allez rechercher facilement de l'argent, soit sur les 53 000 $ nécessaires,
23% serait du revenu des subventions. Vous avez parlé au niveau de la retraite d'un manque à gagner de 73 200 $ à peu près par année durant ma retraite. Oui. C'est quand même un choc pour moi d'avoir cette nouvelle-là ce matin. J'aurais aimé avoir un petit peu de solution, revoir les objectifs de retraite, mais moi, je ne sais pas là, comment le prendre, là, cette révision-là des objectifs. Je ne comprends pas tout à fait là, ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Là, évidemment, avec votre coût de vie est en fond en pourcentage de vos revenus. Vous avez quand même un bon revenu. Votre conjoint, on connaît son revenu, on ne connaît pas trop les détails non plus. Vous pourrez toujours voir avec lui si c'est pas possible soit de revoir les dépenses familiales ou encore s'il est possible avec lui de cotiser pour lui à céréales. On ne connaît pas non plus. On sait qu'il y a un RPA, mais on ne sait pas si c'est possible de cotiser plus en son nom à lui. Donc, en prenant un REER à votre conjoint, ça permettrait justement d'aller chercher d'autres épargnes. Évidemment, on peut aussi, il y a d'autres options qui restent à avoir. Évidemment, il y aurait toujours ce qu'on appelle l'hypothèque inversée, sachant qu'à votre retraite, vous avez une maison, vous pouvez toujours prendre une hypothèque inversée. Le principe d'hypothèque inversée, évidemment, c'est sur la valeur de la maison. On va chercher de l'argent nécessaire pour la retraite. Et là, au moment du décès, évidemment, on fait ce que l'hypothèque a été prise, la valeur de la maison, un moins l'autre. Évidemment, l'inconvénient avec ça, ça laisse un montant moins élevé pour la succession. Okay. Donc, on pourrait bien regarder avec vous avec une rencontre subséquente où ce qu'on peut faire, entre autres, au niveau des dépenses familiales. OK. Merci. Dernière question. Au niveau des placements, vous disiez qu'on était... le profil était 60 fixe, 40 croissance. Puis quand je regarde les placements, moi, dans le REER, on est presque uniquement en croissance. Puis vous disiez qu'on était soit 40 fixe, 60 croissance. Ça, c'est votre profil, en fait, ce que vous désirez. Oui, je sais, mais je regarde mon portefeuille actuellement, puis je suis dans des fonds asiatiques croissance, fonds indiciels C'est canadiens. ce qu'on dit justement, c'est qu'il y a beaucoup de croissance. Effectivement, c'est pour ça qu'on vous conseille pour l'instant de juste mettre dans le fixe pour pouvoir à ce moment-là vous aligner sur votre profil. On pourrait pas le faire dès maintenant, ça, réaligner mon portefeuille, là, mon REER? Oui, effectivement, on pourrait le faire dès maintenant, effectivement, pour pouvoir vous aligner à votre profil, évidemment. Il faudrait juste voir votre banque s'il y a des modalités qui s'appliquent. C'est ça, exactement. Tant que ça reste dans le REER, il ne faut vraiment pas que ça sorte de ça. Sinon, en sortant, les placements du REER, il va y avoir une imposition de 100% du tout, c'est pas un gain en capital. Et vous avez en avec justement le profil qu'on vous propose. Quand vous avez parlé du chalet pour diminuer l'impôt que j'aurais à payer quand je vais le vendre, là, de le désigner comme résidence principale, ben, c'est parce que moi, j'ai jamais resté là comme résidence principale. C'est un chalet, là, je peux pas y aller l'hiver. Comment ça se fait, cette affaire-là? J'ai pas compris là, la résidence principale. Je suis comme, non, c'est pas là ma résidence principale, vraiment, tu sais. Parce qu'au niveau fiscal, évidemment, on doit toujours désigner une résidence principale. Avant 2010, on n'a pas d'informations sur ce que vous habitiez, mais il est possible justement de choisir sa résidence principale. La seule chose qui est interdite de faire, c'est choisir deux résidences principales. OK. Donc, c'est ça, évidemment, pour ces années-là, si vous choisissez le chalet, si vous aviez une maison avant, vous l'avez vendue, vous ne pourrez pas appliquer cette déduction-là sur cette maison. C'est vraiment sur une résidence. OK. Il faudra regarder mon maison si j'avais... Exactement, voir qu'est-ce qui vaut plus la peine. OK. Ça complète les questions. Madame Lynn, vous êtes correct? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Really want you, girl.